Franchement, vous trouvez pas que c'est toujours la même rengaine? Dès que quelqu'un veut se mettre aux plantes, on lui conseille soit toujours de commencer par une ZZ, ou par une Monstera classique, ou par des plantes grasses. C'est toujours les mêmes plantes qui reviennent. Et j'avais envie de changer les choses, vous proposer un petit peu mon top des meilleures plantes pour commencer, qui ne sont pas des plantes communes, qu'on ne voit pas partout dans chaque maison dans lesquelles on va. Là, on peut se l'avouer, hein, franchement, on souffle un peu, quoi. Enfin, c'est du vu, revu, alors qu'il existe un tas d'autres plantes qui sont aussi faciles que ces deux-là, et qui restent quand même relativement abordables, parce que c'est vrai que quand on commence avec les plantes, on a quand même envie d'être assez sûr de soi et de pas balancer son argent par les fenêtres. On commence pas avec des plantes variegata qui coûtent super cher, sinon vous risquez d'y laisser des plumes. Du coup, aujourd'hui, on est parti pour ça. Je vais vous présenter 10 plantes que je trouve relativement faciles pour débuter et qui sortent quand même un petit peu du commun, l'histoire de commencer en ayant quand même une collection qui est un petit peu originale. Évidemment, j'avais envie de commencer ce top par un épiprénium. C'est l'épiprénium Marble Queen. C'est limite de la mauvaise herbe. Ça pousse encore mieux qu'un pothos doré. C'est un peu plus panaché. Regardez-moi ça. C'est vraiment une plante que si tu la laisses dans un coin pendant plusieurs années et que tu la rempotes quand même au moins une fois par an, elle va très vite prendre énormément d'espace. Il y a plein de vidéos qu'on peut voir sur les réseaux où c'est vraiment super beau. Ça parcourt partout sur le plafond ou dans les salles de bain, ça longe partout. En plus, c'est une plante qui est pas très compliquée au niveau de l'hydrométrie chez vous. Vous pouvez la mettre vraiment à peu près partout tant qu'il y a un petit peu de lumière indirecte pour pas qu'elle redevienne toute verte. Elle reste quand même relativement tolérante aussi avec la luminosité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des lampes horticoles pour faire pousser ça. C'est juste que si vous en avez, elle va se mettre à pousser très vite. Par exemple, là, vous pouvez voir qu'il y a un mois, j'ai fait une petite bouture là et elle m'a déjà fait tout ça depuis. Franchement, que demander de plus? Et puis franchement, ça reste quand même vraiment super joli. Par exemple, celui-ci, à la base, c'était 2 petites boutures que j'ai mis dans cette jardinière il y a moins d'un an. Regardez-moi ça déjà. Et moi, j'ai fait en sorte qu'il s'étende pas trop. À chaque fois, je l'ai rapatrié à l'intérieur pour qu'il soit bien touffu comme ça là. Mais si je l'avais pas fait, il serait sûrement 3 fois plus long que ce qu'il l'est déjà. Là, franchement, il est déjà super beau. Il y a vraiment plein d'endroits où on peut les mettre en déco et que ça fait super beau. Petit exemple concret, vous voyez, juste en la plaçant sur un petit coin de meuble en tombante, c'est direct super beau. Bon, moi, je vais pas la laisser puisque c'est pas l'objectif là, mais vous avez compris l'idée. Et avant de passer à la prochaine plante, dis-toi aussi que cette plante, elle est encore plus résistante qu'une Monstera deliciosa classique, que ce soit au niveau de ses racines ou au niveau des attaques d'insectes. Il y a quasiment aucun insecte qui s'attaque à cette plante. En tout cas, j'ai jamais eu d'attaque dessus. Même des fois, quand il m'est arrivé d'avoir quelques trips, les plantes qui étaient juste à côté qui en avaient, elles se sont jamais attaquées à cette espèce. Ensuite, en deuxième, on a toutes les sortes de Coleus. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps sur TikTok et Insta, donc d'ailleurs, si vous me suivez pas là-bas, n'hésitez pas à y aller. Vous avez des shorts plusieurs fois par semaine là-bas. Et justement, je vous expliquais que le Coleus, pour moi, c'est une des meilleures espèces pour commencer à débuter avec les plantes. Déjà parce que ça va t'apprendre à bien bouturer tes plantes, à les passer en hydroponie, à les multiplier. C'est une des plantes les plus faciles à multiplier avec les épipréniums, les pothos et les misères. Ça te fait des racines de fou en eau et ça super vite. Ces boutures-là ont genre 2 semaines. Et on peut voir que ça s'amuse quand même pas mal. Je pense que le seul petit défaut du Coleus et sur lequel il faut prêter quand même pas mal attention, c'est que c'est une espèce qui est assez sensible aux attaques de cochenilles. Mais franchement, c'est quand même pas hyper difficile de s'en débarrasser dessus. Si t'as le moindre problème, tu lui mets un petit coup de savon noir, t'attends 5 minutes, tu rinces et il n'y a plus de cochenilles, c'est fini. Alors qu'il y a d'autres espèces où ça reste bien accroché et c'est vachement dur de s'en séparer. En tout cas, personnellement, j'ai jamais eu trop de problème à me séparer des cochenilles sur cette espèce-là. Ce qui en fait pour moi quand même une super espèce pour les débutants, c'est qu'elle a un gros besoin d'eau. Ce qui va vous faire contraster avec toutes les autres plantes et vous permettre de un peu mieux gérer l'arrosage de manière intuitive en fait. Parce que du coup, contrairement à un philodendron, une monstera et tout ça, ça va vraiment vous demander limite de lui laisser les fesses dans l'eau. Ce qui est très contradictoire quand on commence les plantes, puisqu'en général les gens ont tendance à plus trop arroser que pas assez. Et là justement, faut pas avoir peur parce que c'est une plante qui a vraiment pas peur d'avoir le terreau trempé. Personnellement, moi mes Coleus, la plupart du temps, ils sont en substrat trempé et j'ai vraiment pas de problème. De toute façon, ils sont soit en eau, soit en substrat trempé, soit dans des boîtes fermées en sphaigne. Donc du coup, vous imaginez bien que l'humidité dans les racines ambiantes et tout, ça y va. Et en plus de ça, c'est aussi une plante comme la plante précédente que je vous ai présentée, qui a une croissance extrêmement rapide. Donc ces deux plantes-là, elles vont te permettre de multiplier très vite ton nombre de spécimens chez toi et ça va t'apprendre à gérer plus de plantes de plus en plus. Et plus tu sauras en gérer, plus tu auras de savoir, de capacité à en gérer plus et plus tu pourras agrandir ta collection au fil du temps sans trop galérer. Parce que si tu t'achètes 45 plantes d'un coup, tu vas pas supporter le changement. Ou alors tu as intérêt d'être sacrément motivé. Je pense qu'on a fait le tour pour nos amis les Coleus. Et regardez quand je vous dis que les Coleus c'est vraiment une super plante pour les débutants. Dites-vous, ça fait 2 semaines que j'ai pas ouvert cette boîte et que je l'ai pas arrosée. Bon après elle était sous des lampes quand même. Mais elle était fermée, elle a pas eu d'eau, elle a pas été aérée. Et juste avec la condensation, le fait que l'eau retombe à l'intérieur, ça manque toujours pas d'eau. Et parmi toutes ces boutures, il y en a vraiment un max. J'en ai perdu qu'une là dans ce petit coin, je sais pas si on verra. Elle est déjà en train de repartir par le dessus, juste parce que du coup j'ai commencé à aérer, ça lui a fait du bien. En tout cas, il n'existe pas plus rapide et plus facile pour les plantes. Après, il y en a qui trouvent que c'est un peu une plante de grand-mère, mais franchement, je trouve que graphiquement, je suis pas d'accord avec vous du tout. On n'est pas dans la même team, les gars. J'espère que j'ai encore quelques belles années devant moi avant de devenir grand-mère quand même. Je vais maintenant vous parler justement d'une plante que j'ai évoquée un peu plus tôt précédemment,
Même si elle reste assez classique, j'étais obligé de vous en parler puisque c'est une des plantes qui m'a vraiment fait avoir le déclic. La misère, ça pousse super vite, ça se reproduit super facilement, ça pousse même quand tu n'as pas des conditions exceptionnelles chez toi. Donc t'as même pas besoin d'investir dans du matériel pour commencer avec de la misère. Et si tu veux commencer à dupliquer tes plantes, il n'y a même pas d'histoire de nœud. Tu mets un coup de ciseau, tu gardes un petit bout de tige et tu les mets dans l'eau. Et même pas 2-3 jours après, tu verras déjà les premières racines sortir de partout sur la tige que tu as trempée dans l'eau. C'est assez peu sensible aux attaques d'insectes aussi, ça peut arriver. Il m'est arrivé une fois, je crois, d'avoir des trips sur de la misère. C'était insauvable. Après, sinon, si tu restes assez vigilant, normalement, c'est une plante qui en attrape quand même assez peu. Je pense que c'est dû un petit peu à la texture de ses feuilles qui est très particulière, très rugueuse avec plein de petits picots. Je pense que les insectes, ils aiment pas trop ça. En tout cas, je trouve que c'est ravissant. Il en existe plein d'espèces différentes. Elle existe comme ça, elle existe aussi en complètement pourpre. Il y a des versions blanches aussi. Et toute cette famille-là, elle rentre à peu près dans la même catégorie. Juste les blanches sont un peu plus difficiles à gérer puisqu'il y a moins de chlorophylle dans les feuilles. Donc là, il te faut un peu plus quand même une bonne exposition à de la lumière, sans que ce soit trop non plus parce que sinon tu crames le blanc. Donc déjà, ça te demande une petite connaissance de comment gérer tes lumens et la lumière, tout ça. Le temps d'exposition aussi. Mais si tu arrives avec celle-là, tu peux très vite passer sur une blanche et normalement, tu n'auras pas trop de problèmes. Et même si tu te loupes, la blanche, elle est aussi facile que celle-ci. D'ailleurs, je dois en avoir une dans un bac. Attendez, je vais vous montrer. Bon, je viens de l'arroser, du coup, ça coule partout. Je vais pas vous la laisser longtemps. Mais regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Ça me ruisselle partout sur les bras, c'est très désagréable. Comme je vous disais, c'est vraiment une super espèce, je trouve, pour commencer. Là, c'est plus carrément la famille en entière. Tu peux vraiment pas trop te poser de questions. Après, c'est comme tout. Je sais qu'il y a des gens qui détestent la misère. On a tous nos némésis. En tout cas, personnellement, j'ai jamais eu de problème et je trouve que c'est une plante extrêmement simple. Bon, celle-là, tu vas avoir un peu de mal à la trouver en jardinerie, mais elle reste quand même facilement trouvable sur internet. C'est le philodendron Black Cardinal. C'est vraiment un super beau philodendron avec un feuillage très foncé. C'est hyper original. C'est une plante que dès que tu commences à lui mettre un tuteur, elle va commencer à devenir beaucoup plus grosse très vite. Ça fait des grosses racines aériennes, donc c'est pas très difficile à bouturer et c'est pas très compliqué en arrosage. C'est terreau humide et c'est tout. Alors attention par contre, je vous vois venir. Humide, ça veut pas dire détrempé, ça veut dire humide. Si tu gardes ton terreau juste à peu près humide, ta plante elle vivra sa meilleure vie. En tout cas, celui-là dans un salon ou quoi, vraiment il y a rien à dire, ça fait son effet. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. C'est vraiment l'esprit jungle que j'adore. Et en plus de ça, c'est carrément pas une plante que tu verras dans toutes les maisons. Donc vraiment, ça permet de se démarquer et d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Je sais qu'il y en a pas mal qui risquent de pas être d'accord avec moi. En tout cas, je trouve que si tu veux commencer les plantes variegata un petit peu rares, ce sera peut-être la seule plante qui vaut un petit peu son prix dans ce top, c'est la Monstera Adentioni variegata. Pour moi, c'est la Monstera variegata qui pousse le plus facilement. Elle est autant par contre assujettie aux attaques d'insectes que toutes les autres Monstera. C'est un petit peu son seul défaut selon moi. Après, sinon, c'est très facilement bouturable. Ça pousse plus vite qu'une Monstera variegata. Là, par exemple, elle est montante, mais tu peux très bien la mettre en tombante. En tombante, c'est magnifique. Quand tu fais parcourir les lianes un peu comme un pothos ou un épiprénium partout. Et c'est une plante qui, en un an et demi, peut commencer à couvrir une bonne surface si tu la boutures pas. Niveau entretien, elle est vraiment pas compliquée. En plus, tu peux jouer un petit peu comme la Monstera obliga Peru avec l'arrosage. Si tu décides de réduire un petit peu son arrosage, elle va commencer à tiger pour aller chercher avec ses racines aériennes d'autres sources d'eau et de nutriments, ce qui va faire que ta plante va pousser encore plus vite. Alors par contre, attention, c'est quand même une astuce à utiliser avec parcimonie parce que si tu le fais trop, tu auras plus que de la tige et pas de feuilles. Mais si par exemple, dès que tu vois qu'elle stagne, tu oublies de l'arroser une petite semaine, elle va pas te faire la gueule. C'est pas des drama queens du tout. Elle va juste se mettre à pousser un peu plus vite pour aller chercher ailleurs ou à développer son système racinaire plus rapidement. Ce qui en fait pour moi, je pense, la meilleure porte d'entrée parmi toutes les plantes rares. En plus, son prix a commencé à bien baisser cette année comparé à ce qu'on a pu connaître les 2 dernières années. Maintenant, c'est facilement trouvable une plante de cette taille-là dans les 30 €. Donc franchement, comparé à ce que j'ai connu quand j'ai commencé, dites-vous que celle-ci, quand j'ai commencé les plantes, tu la trouvais pas en dessous de 120-130 €. Et pour un peu plus petit que ça, quand même. Donc si tu commences à être un petit peu averti, que tu as quelques plantes chez toi et que tu as peur de te mettre aux plantes vraiment rares, commencez par ça. C'est vraiment une super porte d'entrée, pas très compliquée. Allez, je vais vous faire crier un coup. Je vais vous parler de la Monstera minima. Ah, ça, je sais que quand je le dis, il y en a, ça leur fait péter un plomb. Oui, c'est pas une Monstera, c'est pas exactement pareil, blablabla. Les gars, ça pousse pareil. Non, ok, allez. C'est la Rhaphidatora tetrasperma. Vous me cassez les pieds avec les noms. Donc moi, si j'ai envie de l'appeler Monstera minima, ce sera Monstera minima. Les jardineries se font pas chier. Et quand vous allez en jardinerie, vous n'allez pas alpaguer un vendeur pour le secouer, lui dire « Oh frère, c'est pas une minima !» Franchement, calmez-vous. Franchement, je vous jure, je reçois plein de fois des DM hyper énervés de gens ou même des commentaires dans les vidéos quand je parle des Monstera qui sont en mode « Oui, c'est pas une Monstera, pas exactement. » Oh, c'est bon les gars, détendez-vous, franchement. On est là pour vulgariser un peu. Et puis comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, moi les noms des plantes, franchement, vous êtes lourds. J'ai plein de connaissances en entretien, mais alors en termes de noms, je suis dyslexique, dysorthographique, vous me faites serrer. Déjà, je
Je vais vous afficher un peu autour de moi, je l'avais déjà fait mais je le refais parce que vraiment je vais en faire ma croisade personnelle. Regardez-moi ces noms là, allez-y, prononcez-moi ça sans bégayer s'il vous plaît. Et du coup j'ai tellement secoué ma plante qu'il y a de la terre partout. Non, tu es un peu trop démonstratif Léo. Je crois qu'il poserait la plante pour passer le balai. Non, ça tu vois, c'est la définition de mon esprit, la logique. Donc, après cette énorme digression, la Monstera minima, disais-je, c'est aussi une plante qui a une sacrée croissance, qui n'est pas très difficile d'entretien, tu peux t'en occuper comme toutes les Monstera, et ça posera pas de problème. Donc si tu arrives à gérer une Monstera deliciosa, je trouve que ça c'est quand même un peu plus élégant, et je vous assure, en termes d'entretien, un petit peu de lumière indirecte pour qu'elle aille chercher sa source de lumière, tu l'arroses une fois que son pot commence à être léger et sec, et juste en faisant ça, en la regardant aller franchement une fois par semaine, parce qu'après la fréquence d'arrosage va varier en fonction du taux d'humidité chez vous, de la lumière, etc., de comment vous aérez chez vous. Mais si tu la regardes une fois par semaine, il y a peu de chances que tu te loupes. Pour moi, ça fait partie des plantes les plus faciles, tout confondu. Elle est vraiment facilement dans mon top 10, je pense, des plantes les plus faciles. Bah, je sais pas si on verra bien, mais je suis allé dans la tente 2 secondes, je coule du nez, des paupières, de partout, c'est horrible. L'humidité comme ça, avec la chaleur, je vous dis, en 2 secondes, tu te mets à suer comme pas possible. En plus, mon polo est assez épais. Franchement, en été, faut pas rester super longtemps dans cette tente. Bon, à partir de là, accrochez vos ceintures, puisque les 2 prochaines plantes sont des alocasias. Là, je voulais vous présenter l'Alocasia Imperial Red. C'est une bébé des 2 énormes alocasias qu'il y avait dans le décor juste derrière, là, pour ceux qui se souviennent. C'est une alocasia qui pousse super vite, qui se développe à une vitesse démesurée, qui a des racines qui prennent une place folle dès qu'elles ont la place. Faut juste respecter quelques règles et faire attention à 2-3 petits trucs. Mais c'est vraiment une plante qui va t'apprendre pas mal de choses et qui n'est pas difficile si tu fais pas nawak avec. À savoir qu'il y a 2 choses délicates avec, c'est l'arrosage. Si tu fais des surarrosages, c'est terminé. Et le moment du rempotage est un moment assez délicat. Elle peut juste ne pas supporter le fait que tu l'aies changé de pot ou que tu aies changé son terreau. C'est une plante qui a ses petites habitudes. Franchement, des fois, j'ai juste pas envie de les toucher. Mais sinon, à part ça, elles sont relativement faciles à vivre. Elles ont peu de chances de pourrir comparé à d'autres aloes. Elles passent en substrat minéral, en hydroponie, en sphaigne, en semi-hydro, en terreau. Donc franchement, pour moi, il n'y a pas à hésiter. En plus, c'est pas une alocasia qui est hors de prix. Pour un pied de cette taille-là, t'en as à peu près pour 15 €. Et en plus, la couleur un peu rosé rouge de son tronc, c'est unique. C'est vraiment super beau. J'adore cette alocasia. Donc j'étais un petit peu obligé de vous la présenter. Et tant qu'on est sur ces petits monstres, j'avais envie de vous parler de l'alocasia Pink Dragon, qui est encore pour moi une alocasia encore plus facile que l'alocasia Porto Dora. C'est vraiment genre une pépite cette d'une alocasia de cette taille-là, ou voire même un peu plus petit. Si tu arrives à bien te débrouiller, en même pas 6 mois, elle fait déjà cette taille-là, quoi. C'est vraiment une alocasia qui a une croissance qui n'a pas son pareil dans cette famille. Et alors en termes de reproduction, je vous raconte même pas, hein. J'en ai acheté une fois il y a 2 ans, je suis toujours pas à court, et pourtant j'en vends pas mal. Et en plus son feuillage il est vraiment super beau. Pareil, elle a une tige zébrée un petit peu rose, mais moins rose que celle qu'on a vue précédemment, l'Imperial Red. Vraiment un peu plus rose bonbon la tige, avec des petites zébrures un peu marron dessus. Et comme je vous dis, c'est vraiment pour moi l'alocasia du débutant parfaite. Elle te pardonne les les sous-arrosages, les manques de lumière, le trop de lumière. Franchement, tu peux même là je pourrais prendre un ciseau, la tailler comme ça à la base, vous faire une update dans 2 semaines, elle sera repartie. Que vous dire de plus? Elle est facilement trouvable en jardinerie en plus. Quand j'ai commencé les plantes, il y en avait tout le temps à Botanique dans le coin des bébés plantes. Elles étaient un peu plus vers le fond, mais franchement, c'est un investissement. Je crois que là-bas, les bébés, je les trouve à 3,99 €. C'est un investissement qui est rentable. Hein. De une, tu peux t'en faire, je sais pas, peut-être une vingtaine en 1 an. Et si tu te concentres sur la croissance, tu peux vraiment te faire une énorme alocasia dans ton salon ou quoi, en même pas 1 an et demi. Si tu cherches de la croissance rapide et d'investir dans une petite plante pour qu'elle devienne très grosse assez rapidement, c'est soit tu prends un oiseau du paradis, soit tu prends ça. Ou alors une Monstera classique. Mais bon, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour parler de la Monstera classique. J'avais envie de vous parler de ce philodendron qui est un petit peu particulier et cher à mon cœur. C'est le philodendron Burgundy Princess. Alors, dans ça, même si c'est pas vrai, je vais inclure aussi le Pink Princess, parce que pour les deux, c'est à peu près la même chose et quasiment le même entretien. Ils se ressemblent quand même pas mal, c'est surtout les variations qui changent. Et le Burgundy est quand même un peu plus rose que le Pink, plus panaché, plus taché de différentes sortes de roses. Le Pink, il a un feuillage plus foncé et avec juste vraiment du rose d'un coup, quoi. Il y a moins de divisions comme on peut avoir là, ou de petits éclats, en fait. Mais sinon, en termes d'entretien, ils se ressemblent énormément. Et c'est un philodendron que si tu veux le prendre, c'est lui qui va te faire passer le step de la personne confirmée, tu vois. C'est vraiment le philodendron qui a un petit peu tendance à dégénérer, mais pas trop. Donc si tu t'en occupes pas bien ou que tu lui donnes pas ce qu'il faut, il va te faire des feuilles de plus en plus petites. Il a aussi tendance à pas mal perdre sa génétique. Donc du coup, si tu lui mets pas les bons engrais ou la bonne lumière, ou que tu lui mets pas assez de lumière, il va commencer à redevenir vert. Et donc là, ça va t'apprendre plein de trucs en fait. Ça va t'apprendre à bouturer pour relancer la génétique. Ça va t'apprendre à faire repartir un philodendron qui a pas des nœuds non plus trop imposants, parce que c'est pas non plus le philodendron qui a les racines aériennes les plus développées du monde. Mais d'un autre côté, il est difficilement tuable.
incroyable. Donc du coup, en fait, il va t'apprendre un petit peu à maximiser des choses que tu pourrais pas vraiment maximiser. Par exemple, sur l'Epipremium Marble qu'on a vu en tout premier, maximiser les variations. Il y a un moment, une fois qu'il est panaché, il est panaché. Il va pas commencer à te faire des feuilles à demi ou des trucs comme ça. Lui, tu peux vraiment lui faire des feuilles presque complètement roses avec un tout petit peu de chlorophylle ou avoir des feuilles à demi ou vraiment réussir à tenir une croissance. L'Epipremium, tu le laisses en tombant, tu lui mets un tuteur, tu lui en mets pas, il s'en fout, il va faire sa vie, il va plus ou moins conserver la même taille. Tu peux le maximiser pour qu'il devienne énorme. Donc d'ailleurs, petite pensée à Didi, Didi Plante Date qui lui, c'est son grand truc de faire maturer les plantes à fond. Moi, je suis plus dans le fait de les faire grandir à fond plutôt que grossir, parce qu'après pour les envois, voilà. Mais tout ça pour dire que lui, il va vraiment te forcer à comprendre ce que tu fais mal ou ce qu'il faut faire pour avoir de la bonne croissance et des feuilles de plus en plus grosses et de la meilleure génétique. Mais je me répète un peu, mais vous avez compris l'idée. C'est un peu la plante pour moi du baptême du feu. Et il nous reste déjà plus que 2 plantes à voir. Je tombais amoureux de cette plante à l'époque, j'en avais beaucoup. J'ai un petit peu déconné avec les ventes, ce qui fait qu'il me reste, je crois, ce pied-là et un pied qui est dans le décor là-bas. J'ai un petit peu trop dupliqué, surtout qu'elles étaient beaucoup plus grosses avant, donc à chaque fois, à force de faire repartir, ce qu'on appelle la dégénérescence, ça m'est arrivé quelques fois, surtout avec les Monstera, quand en général elles partent bien, qu'elles plaisent et que ça fait découvrir aux gens, j'ai tendance à avoir la bouture un peu facile. Mais bref, tout ça pour vous parler du coup, je vais essayer de vous montrer de plus près, c'est la Monstera Indonesian Marble, enfin c'est la Adancioni Indonesian Marble. C'est une Adancioni qui a des feuilles un peu plus longues et qui va avoir une panachure un peu plus crème plutôt que jaune ou blanc. Et ça a des feuilles plus allongées que la Adancioni et plus ça grandit. Si je retrouve des photos, je vous mettrai une photo de à quoi ça ressemble une feuille mature. C'est vraiment un peu plus squelettique. Les fenestrations sont vraiment plus conséquentes que sur une Adancioni mature. Je trouve que c'est une plante qui est très facile à vivre, pas assujettie aux attaques d'insectes. Ça se bouture encore plus vite qu'une Monstera Deliciosa classique. C'est peut-être pour ça que j'ai déconné moi. En termes de lumière, une lumière indirecte, ça lui suffit largement. Ça demande pas non plus d'avoir un matériel de fou. Comme c'est une plante qui est marbrée, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle marble, et qu'elle a pas vraiment des gros morceaux de blanc, ça peut arriver, mais c'est quand même pas tout le temps sur cette plante-là. En général, c'est plus fondu un peu dans la couleur du vert. Ça vous demande pas un matériel de fou pour entretenir les variations. Et elle a quand même très peu tendance à redevenir complètement verte. Ça m'est arrivé que quelques fois, j'ai mis un petit coup de ciseau sur la tête, une semaine après c'était reparti, et comme il fallait. C'est une plante qui en plus est très vigoureuse. Donc quand vous coupez, elle repart très vite. Ce qui fait que pour moi, j'étais un petit peu obligé de la mettre ici. Et en plus, même si quand je l'ai acheté à l'époque, je pense que je m'étais bien fait douiller d'ailleurs, c'était pas donné du tout. Maintenant, c'est une plante qui vaut plus grand chose. Je pense que j'y ai pas mal contribué avec toutes celles que j'ai envoyées en France. Je pense que sans déconner, au cours des 2 dernières années, les Monstera Indonesian Marble, j'ai dû en envoyer peut-être 150, 200, alors qu'au départ, j'en avais commandé 6. Autant vous dire que j'ai fait mon boulot. Et du coup, les prix ont quand même pas mal chuté. Et c'est une plante que vraiment tu ne vois pas partout du tout. En tout cas, moi, je suis jamais rentré chez quelqu'un qui a quelques plantes chez lui. Jamais j'ai vu cette plante. Déjà, tu vois une Monstera Adancioni normale, t'es en mode wouhou. Alors là, c'est une plante qui est hyper facile et qui fait un effet de fou. Et je sais que vous voulez pas qu'on en soit là, mais c'est déjà l'heure de la dernière plante et après, il faudra se dire au revoir et à la prochaine. Pour terminer, je voulais vous parler de cette Alocasia, la Longiloba Silver. Ah, ça va, on peut plus déconner. Non, pour ceux qui savent pas, c'est l'Alocasia que je trouve la plus difficile de toutes les alos qui existent. Tu lui mets un coup, une fois, un tout petit peu trop d'eau et c'est terminé. Non, sans déconner. Du coup, pour terminer, je voulais vous parler de cette plante qui ressemble énormément à une plante très commune, mais qui en fait ne l'est pas. Je vous afficherai son nom là parce que je suis incapable de le prononcer, encore une fois. Ce Scindapsus. Voilà ça, le Scindapsus. Alors le nom exact, voilà, hein, merde. Hein. Donc qui ressemble énormément au Pothos Silver. D'ailleurs, on en a un super beau là dans le décor qui est un peu plus développé que celui-ci. Je vous ferai un petit zoom dessus. Et même si c'est pas exactement la même plante, c'est aussi simple d'entretien qu'un pothos classique. Donc si tu as déjà réussi chez toi à tenir un pothos silver ou un pothos doré ou quoi, ça c'est vraiment pas plus compliqué. Ça fait des nœuds pareils que si tu coupes et que tu boutures avec les racines aériennes, ça libère aussi de l'oxyne dans ton eau, donc ça va aider tes autres boutures. D'un autre côté, ta racine supra vite, ça grimpe de partout et à une vitesse folle. Ça a un aspect un petit peu velours avec des énormes taches grises. En fait, il est vachement plus gris et avec des feuilles vachement plus biscornues que le silver. Et elles sont un peu plus résistantes aussi que le silver. Et alors ça, que t'aies une forte lumière, une lumière basse, que tu veuilles le mettre dans ta salle de bain, dans ta chambre, tant qu'il y a une fenêtre avec au moins de la lumière indirecte et que tu n'oublies pas de l'arroser pendant 75 ans, parce qu'il faut dire que quand même c'est une plante qui résiste pas mal au manque d'eau, franchement t'as pas de problème avec. Alors, par contre c'est une plante qui est je crois un petit peu plus chère, je crois que par exemple un pied de cette taille là c'est dans les 20 €, mais après ça se rentabilise très vite comparé à d'autres plantes, parce que vraiment vu la vitesse à laquelle ça pousse ce machin, je peux vous garantir que les 20 € investis si vous vendez vos 5 premières boutures, c'est vite rentabilisé, hein.
il n'y a pas de souci. Voilà, c'est déjà la fin. Je suis désolé de devoir vous laisser déjà là. Je me suis régalé à faire cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. J'espère que vous avez passé un bon moment et que j'ai pu vous faire découvrir quand même quelques nouvelles plantes que vous connaissiez pas. Forcément, j'imagine que vous en connaissiez quelques-unes dans le lot. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et s'il y en avait que vous connaissez pas ou que je vous ai donné envie d'en avoir. Ça fait toujours plaisir de le savoir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait à la chaîne. Ça soutient directement le projet fou d'être un mec complètement perché qui fait pousser un max de plantes chez lui. Moi, de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Je suis parti pour un max de montage. Je vous dis à très bientôt, mes petits addicts aux plantes. C'était Léo. On se retrouve très bientôt pour toujours plus d'astuces.